Lady Gaga destroying Natalia Kills. That happened. Ask anybody that worked at Interscope Records. It's disgusting. I personally found it absolutely artistically atrocious. On aime tous plus ou moins les méchants dans les films. À savoir que les méchants sont les personnages qu'on adore détester. Les méchants sont souvent les personnages qui font les films. Et plus particulièrement ici, les méchants font souvent chez les gens comme moi un peu l'unanimité en fait. À savoir qu'on adore plus ou moins tous Cersei Lannister. Je suis prête à me présenter devant les dieux. Quoi? Tout de suite? Aujourd'hui? Vous ne mourrez pas aujourd'hui. Encore William Nina Slater. Représentant de la protection des animaux au téléphone, au sujet de ton manteau en dalmatien. Oh bon sang, dis-lui que c'est pas du chien, c'est du léopard blanc, très rare. Ces personnages qui ont souvent des répliques assez cinglantes font plus ou moins l'unanimité chez le public. Mais est-ce que la méchanceté, ce petit côté peste, a le même écho dans la vraie vie? I am embarrassed to be sitting here in your presence, having to even dignify you with an answer of my opinion. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui nous allons continuer notre petite croisière du moment comme si nous étions sur Netflix parce que nous allons revenir sur la carrière d'une chanteuse qui était censée être la Lady Gaga bis en fait. Elle venait exactement sur les terres de Lady Gaga, elle s'appelle Natalia Kills et c'est un lien évident avec les dernières vidéos parce qu'elle était produite par Akon et will.i.am. Je vous prie de respecter le Netflix de la chose, mais aussi qu'elle a écrit et travaillé pour plusieurs des grosses pop stars de la planète. Par exemple, on lui doit ce titre de Rihanna. Ou encore ce titre de Madonna. Elle était même en studio avec Alicia Keys avant que cette dernière ne décide à la dernière minute de ne finalement plus garder ses titres. Et tout ça pourquoi? Parce que cette jeune fille, dans l'esprit des gens, a détruit sa carrière par pure méchanceté. C'est-à-dire que la méchanceté la plus brute a été mise en exergue en plein live télévisé, en plein X-Factor. Et les téléspectateurs, les internautes, les artistes n'ont pas pu supporter. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés. Elle a reçu des menaces de mort, certains ont même menacé de la violer, c'est allé très loin et dans cette vidéo on va essayer de comprendre pourquoi, ce qui a fait en sorte qu'il y ait une sorte d'enthousiasme autour de Natalia Kills à ses débuts, ce qui fait en sorte que Perez Hilton accuse Lady Gaga d'avoir bloqué sa carrière dans un premier temps et ce qui va faire en sorte que le monde entier plus ou moins la découvre et finisse par la vomir sur la place publique. Et peut-être que vous me direz à la fin de cette vidéo si vous trouvez cette réaction légitime ou si vous la trouvez totalement illégitime. Pour le moment, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee pour soutenir le Netflix. Et c'est le début. À l'époque, M. Pokora était mort. C'était Justin Timberlake of Clean&Co, alias MP pour les intimes, et l'album s'appelait MP3. Dans ce premier album en anglais de Lex Link Up, on va retrouver un featuring qui sera déterminant pour la carrière de Natalia Kills parce qu'il sort en 2008. Ça s'appelle They Talk Shit About Me et ça va avoir un petit succès en France et en Belgique. À ce moment-là, Natalia Kills n'est pas encore Natalia Kills. Elle s'appelle Verbalicious et elle rappe. C'est une artiste anglaise et son premier gros featuring se fait donc avec un artiste français. Elle kiffe et directement elle débarque à Paris. Mais il faut savoir que ça fait quelques années qu'elle est un peu dans le business de la musique. Elle a un caractère très particulier parce que dès ses 14 ans elle quitte la maison et elle va enchaîner différentes histoires. Une fois elle va brûler la maison de son petit ami alors que tous les deux étaient à l'intérieur. Donc elle va faire plusieurs allers-retours entre le poste de police et sa vraie vie. D'ailleurs elle-même qualifie cette période d'absolument dégénérée. Mais ce n'est rien comparé au fait que quelques années plus tard, on va la retrouver en tant que grande adepte d'une secte en Angleterre. Le parcours était donc déjà plus chargé qu'un album de Chris Brown. Quand elle va signer son premier deal en maison de disques, elle va signer en tant que rappeuse. Elle sort un premier single sous le nom de Verbs.
il ne va pas avoir énormément de succès et en 2005, la maison de disques fait banqueroute. C'est comme ça qu'elle essaie de se rebrander à plusieurs reprises et elle va avoir la chance d'avoir un compte MySpace assez suivi qui va donc lui permettre d'être repéré par plusieurs producteurs dans le game et notamment par le plus grand blogueur people de la planète à l'époque, à savoir Perez Hilton. Il va faire un article sur elle en 2008 en disant qu'elle était l'un des futurs de la pop. Il va mettre une chanson d'elle sur son MySpace et ça va tout exploser au point où un jour will.i.am va passer dessus, il va entendre, il va se dire il y a quand même quelque chose à faire avec cette fille et il va l'appeler. What's up everybody, this is will.i.am and I'm really excited about this new signing. An artist that signed to my label, her name is Natalia Kills. Quand elle a sa signature, après ces années de galère, elle est toute heureuse, elle se présente devant le label et elle leur dit en fait Verbalicious c'était bien sûr un pseudonyme, mon vrai nom c'est Natalia Cappuccini et j'aimerais bien chanter en tant que Natalia Cappuccini. Sauf qu'ils vont le regarder, ils vont lui dire non. Le nom n'est pas sexy, pour eux ça fait vieille chanteuse, ce n'est pas vendable auprès du grand public, surtout que eux veulent absolument repenser toute son image. En effet, quand will.i.am l'a entendu rapper, il a tout de suite compris qu'elle n'était pas faite pour devenir Lil Kim ou encore Ivy. Ce qu'il va se dire en revanche, c'est qu'elle a un talent d'écriture, elle a une bonne oreille et surtout, il peut la remarketer en tant que véritable pop star. À cet effet, sur la scène musicale, il y a quelqu'un qui cartonne, qui s'appelle donc Lady Gaga. Le single le plus emblématique à ce moment précis, vous le connaissez, c'est Just Dance. will.i.am contacte donc Akon avec le profit de Natalia Kills qu'il vient de signer sur son label. Il lui dit vraiment la fille est intéressante, je veux la remarketer sur le même marché que ta chanteuse qui s'appelle donc Lady Gaga. Et Akon lui dit effectivement je pense que c'est possible et je vais même faire mieux en fait. Non seulement je pense qu'on va la signer ensemble, c'est-à-dire qu'on va avoir une conjointure, mais on va la signer sur les mêmes bases que Gaga, à savoir qu'on va la ramener sur le label sur lequel j'ai signé Gaga, Interscope, avec une sous-jointure chez Cherry Tree. En clair, en 2009, pendant que Gaga est en train de tout exploser avec The Fame, elle va se retrouver petit à petit sur le même label qu'elle, avec quasiment les mêmes personnes qui ont fait son succès à elle, une rivale. Hormis si vous êtes sourd, vous avez tout de suite fait la référence entre le son qui a porté Gaga en 2008-2009 et ce premier single officiel de Natalia Kills qui sort en 2010 et qui s'appelle donc Mirror. D'ailleurs, c'est Akon et Red One qui sont principalement à la production et même au début, on a le fameux... Et là, vous avez un peu de recul parce que vous l'avez vu en tant que simple rappeuse au début dans les clips de MP en fait. Ensuite, on a l'évolution jusqu'au début de sa carrière en tant que pop star et le rapprochement avec Gaga est évident parce que non seulement au niveau du son de plusieurs des singles, bien sûr, on a exactement les mêmes producteurs parce que ce sont non seulement les mêmes producteurs exécutifs, à savoir Akon et En Avant, mais il va rappeler des gens comme Red One ou encore Fernando Garibay qui venaient de travailler avec Gaga sur l'album de Fame en fait. C'est-à-dire que c'est la même structure et le même label. D'ailleurs, le second single, Wonderland, ressemble encore à une chanson que Gaga aurait pu chanter à la même époque. Mais ça ne s'arrête pas là. Gaga a son personnage très excentrique, très référencé pop, qui met un peu tout et n'importe quoi, mais qui est souvent aussi très coloré. Elle va prendre le côté un peu plus dark. C'est-à-dire que même si dans l'univers de Gaga, on retrouve aussi cette partie un peu plus dark, Natalia Kills, elle, s'emploie à être beaucoup plus dark, à donner un côté beaucoup plus sombre à sa personnalité, tout en ayant cet attrait pour la mode qu'on veut faire passer pour du naturel. Effectivement, moi je mets tout et n'importe quoi, je ne contrôle pas, je suis juste un peu chelou, je suis juste un peu bizarre, j'adore les cimetières. Limite quand je vois une tombe, je m'allonge dessus. Bref, elle essaie de faire passer un univers beaucoup plus dark, mais on voit toujours l'inspiration dans ce que Gaga avait créé quelques mois auparavant. I want to wear some glasses when I want to hide from the world or I want to be more mysterious. I don't want people to know what I'm thinking. I really dress as an emotional response to however I'm feeling. La promo va être extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce que Gaga cartonne de ouf encore à cette époque-là. Elle est en train de sortir Born This Way, donc déjà il y a un temps de décalage, mais elle est encore très présente sur la scène, notamment sur la scène US. Il y a une petite ouverture en Europe pour Natalia Kills, dont dans certains pays européens, elle se fait quand même remarquer, mais le gros du travail est surtout de l'intérieur en fait. Pourquoi? Parce que Gaga va le vivre
comme une attaque de l'intérieur. Elle va se dire que le mec avec qui j'ai signé au début, vous vous rappelez de la vidéo sur Akon, c'est très important la position de Akon dans la carrière de Gaga en fait. La quasiment première grosse interview de Gaga est avec Akon, c'est-à-dire qu'il est là pour elle au début. C'est lui ensuite qui vient récupérer Natalia Kills et qui la place dans le même label avec les mêmes producteurs. Mais Akon a aussi des arguments pour sa défense et je vais l'expliquer dans la vidéo sur Gaga en fait. Parce que Gaga commence à avoir un caractère assez particulier selon lui. Et d'ailleurs, Perez Hilton lui-même l'explique en disant que Gaga, qui était sa meilleure amie à l'époque, commence à devenir totalement folle. Et elle va tout faire dans le label parce qu'elle est en position de force pour faire en sorte que Natalia Kills ait le minimum d'exposition parce qu'elle la voit pour ce qu'elle est, une rivale et une trahison aussi de la part de ses proches. Lady Gaga destroying Natalia Kills. That happened. Ask anybody that worked at Interscope Records. That happened. That happened. She put on a full orchestrated attempt to block Natasha Kills from happening. And Gaga was what Taylor Swift is today. And she's like, this is not happening. You're working with my same people. She was livid and Donc la promo ne va pas être folle. Natalia elle-même de son côté va s'en plaindre, surtout aux États-Unis, sur les terres américaines. Ça va être très dur pour elle d'y accéder, mais dans certains pays européens et dans certains pays, notamment Nouvelle-Zélande ou encore en Australie, elle va avoir un petit succès. Même si pour moi, ce qui se dénotait de cet album, c'est qu'elle avait vraiment un talent de songwriting. J'avais fait une chronique de l'album que vous pouvez toujours retrouver sur mon site. C'est-à-dire qu'elle a un vrai talent de songwriting et elle brillait beaucoup plus quand elle s'éloignait du son de Gaga. Mais ça ne va pas être assez, le grand public ne va pas connecter avec son son et avec son image. L'album va être un four et bien sûr, la première chose qu'Akon va faire, c'est retirer ses fonds en se disant, gars, continue seul, moi j'ai ma ville à construire au Sénégal. Et will.i.am et le label vont quand même continuer à croire en Natalia. Ils vont se dire, elle a un potentiel, laissons-la faire un second album avec peut-être du coup plus de liberté artistique. Ce qu'elle va faire, elle va partir vers un son plus pop rock avec notamment ce single Si. Et cet autre single Si. Et j'avais écouté l'album juste parce qu'il était principalement produit par Jeff Bashker qui venait de produire les 3 derniers albums de Kanye West. C'était intéressant pour moi de voir ce vers quoi il allait tendre avec une pop star de ce calibre là. Et l'album n'est pas mauvais même si un peu faible radiophoniquement parlant pour l'époque. Pour vendre ce genre de disque en 2013, il fallait avoir une très forte image ou alors elle aurait dû faire un son un peu plus urbain parce que c'était aussi une des finesses de Jeff, mais elle n'a pas choisi ça et l'album ne va pas trouver son public même s'il va lui permettre d'avoir une chose, c'est d'être reconnu quand même par pas mal de gens dans le game en tant que songwriter de talent. Et c'est donc comme ça que quelques mois après la sortie de son album qui ne va vraiment pas marcher, encore pire que le premier, elle va être contactée par Madonna et elles vont bosser sur ce titre qui sera inclus dans l'album Rebel Heart qui va sortir en 2015. Toutefois, l'autre bonne chose que la promo de son album va apporter à sa vie, c'est de se marier avec un chanteur néo-zélandais. Comme elle va se marier avec lui et qu'il avait une certaine popularité en Nouvelle-Zélande et que son titre Saturday Night avait été diffusé pas mal dans les radios, elle va avoir la chance de devenir l'un des membres du jury d'X Factor. C'est un très bon deal pour elle. Ça lui permet donc d'être à la télévision pour pas mal de gens le soir. La ménagère va la connaître dans un pays qui peut être un marché intéressant pour elle. En plus, c'est le pays de son mari. Donc en 2015, elle se retrouve à la télé. Dans le même temps, elle travaille pour Madonna, pour Rihanna, pour Alicia Keys. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où effectivement elle doit juger un candidat qui se présente devant elle en pleine session live. C'est-à-dire que ça n'a pas été enregistré, c'est un live à la télévision néo-zélandaise. Un candidat arrive et elle va trouver que en fait il lui rappelle beaucoup trop son mari à elle en fait. Et comme il lui rappelait son mari, on aurait pu s'imaginer que bon elle aurait eu un peu de tendresse. Non, non, non. Elle ne va pas mâcher ses mots. You're a laughing stock. It's cheesy. It's disgusting. I personally... Pire encore, le mari lui-même va s'y mettre. Ça va être un pugilat sur la place publique. It's like Norman Bates dressing up in his mother's clothing. It's just a little bit creepy and I feel like you're gonna stitch someone's skin to your face and then kill everybody in the audience. Le calme du candidat, sa solitude, en rajoute au dramatique de la situation, même s'il essaie de réagir à un moment en lui disant « Mais toi, tu as bien copié Cléopâtre ». Ce n'est que vers la fin que Melanie Blatt, pour ceux qui s'en souviennent, l'ex-All Saint, se rend compte du drame de la situation et réussit à réagir en lui disant que en fait, le candidat qui s'appelle donc Joe est mieux habillé que son mari à elle. You have no identity. I can't stand it. I'm ashamed to be here.
I think I look really good. And I think you look good because you're dressed as my husband. Actually, you're dressed better than her husband. thank you, man. La scène est diffusée en live et elle va donc toucher la planète entière. Pourquoi? Parce que quand l'émission se termine, les gens en parlent sur le Twitter de la Nouvelle-Zélande. Ils se relaient le lien et ça va toucher tous les artistes de la planète. Ed Sheeran va réagir, Missy Elliott, tout le monde sera choqué par cette humiliation publique. Et donc, comme les gens sont choqués et que Natalia a été certes accompagnée de son mari, mais qu'elle était la principale à avoir attaqué de façon aussi violente le candidat, bah en fait, on va les traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va les insulter, on va principalement aussi la prendre à partie elle, parce que beaucoup vont lui rappeler que mais toi là, tu n'es pas une copie de Lady Gaga, maintenant tu parles de copier les gens, non seulement ton look est copié de Cléopâtre, mais tu as bien photocopié Gaga pour en arriver là où tu es, où on rêve. Pire encore, le candidat ne porte qu'un costume cravate. Le fait de dire que tu as copié mon mari, c'est comme si en fait son mari avait déposé le costume cravate alors que quelques mois avant la sortie de l'album de son mari, bah en fait Justin Timberlake faisait exactement la même chose en fait. Et les gens vont le lui rappeler. Les premières heures furent extrêmement dures. Je me rappelle que sur ma propre page Facebook, les gens se lâchaient totalement sur elle. À un moment, je me suis dit, bon, la pauvre, c'est vrai qu'elle a fait une erreur, mais peut-être qu'elle va s'excuser. Et quand elle a fait son premier tweet, c'est là que j'ai compris qu'en fait, elle n'était pas vraiment sur cette planète Terre. Parce que son premier tweet, globalement, disait « Oui, c'est vrai que je me suis exprimé de cette manière-là. Je ne voulais blesser personne, mais vous me connaissez, I am a problem. » C'est-à-dire qu'elle fait le tweet et elle met en bas le lien du premier single de son dernier album qui s'appelait « Don't Problem » pour dire « Je suis un problème, c'est comme ça que je suis, j'assume jusqu'au bout. » Et là, les gens vont y aller encore plus fort. Ça va être dans certains pays un sport national que d'aller disliker chacune des vidéos de Natalia Kills. Vous pouvez aller regarder. Vous allez voir que la plupart de ces clips ont plus de négatifs que de positifs parce que quand elle a fait ça, elle va enrager les gens. Les gens vont dire, elle ose encore en plus faire la promo de sa musique. Bon, en fait, on ne va pas la laisser tomber et ils vont même aller ressortir certaines de ses anciennes interviews. Pourquoi? Parce que en fait, le personnage était toujours un peu vaporeux, comme s'il n'était pas vrai. Et ça s'explique assez facilement. C'est-à-dire que entre le début de sa carrière, quand elle se la jouait rappeuse et le moment où elle commence à se la jouer la meuf un peu art pop à la Gaga, il y a logiquement une transformation totale. Elle doit apprendre certains codes et quand les gens vont aller revoir ses interviews, ils vont la trouver imbue d'elle-même, totalement fake et ils vont retaper plus fort. All that kind of thing, and then deciding, you know, after the police came and took my dad away for like terrible accusations of being a criminal, which he is not, of course, never. You know, I kind of had to go out into the world. Au moment du tweet, elle n'avait pas encore compris l'ampleur de la chose, c'est-à-dire qu'elle ne se disait pas que ça allait aller aussi loin. Ça allait tellement loin que dans les quelques heures qui ont suivi le choc, bah en fait il y avait déjà des pétitions signées par des millions de personnes sur Terre demandant à ce qu'elle et son mari soient virés. Et c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que X Factor va les virer et ils vont se retrouver en quelques jours seulement aux États-Unis. Quand elle arrive à l'aéroport aux États-Unis, elle est encore heureuse. Elle se dit que bah les paparazzis m'attendent, c'est la première fois de ma vie. Elle pense encore à ce moment-là que toute cette exposition-là peut lui servir à rebondir. Donc elle s'en amuse. I love my husband with all of my heart. Et ensuite elle va dire que les producteurs étaient assez hypocrites. Pourquoi? Parce que selon elle, on lui a toujours dit d'être totalement honnête, de dire ce qu'elle voulait comme elle le voulait. C'est ce qu'elle a fait et finalement on l'a virée. Donc pour elle, ce n'est pas tout à fait juste. Elle va même chercher un recours judiciaire qui ne va pas arriver. Mais dans les magazines américains, ce qui est donc hyper intéressant, c'est qu'ils vont aller vers elle pour essayer de savoir ce qu'elle prépare. Et elle va rester exactement sur ce personnage. C'est-à-dire qu'elle va dire qu'elle travaille sur son 3e album avec les plus gros producteurs de la planète et mieux encore, elle va envoyer à un magazine américain un montage qui traînait sur internet qui selon elle prouvait que le candidat s'était vraiment inspiré de son mari. Le montage est là, donc elle va leur envoyer en mode bah j'assume, moi j'ai pensé qu'il s'inspirait de mon mari, j'ai le droit de le dire parce qu'on m'avait embauché pour dire ce que je pense et les autres n'ont qu'à aller se faire voir chez Gaga si j'y suis parce que moi en ce moment je prépare l'un des albums les plus attendus de l'année avec les plus gros producteurs de la planète Terre. C'est en tout cas ce qu'elle se disait parce qu'après ça, les coups de fil vont progressivement ralentir. Les fameuses sessions avec les gros producteurs vont progressivement s'effacer. Alicia Keys, avec laquelle elle travaillait sur l'album Here, va faire supprimer, delete toutes les chansons de Natalia Kills. La seule qui va avoir un peu de sympathie, c'est bien sûr Rihanna qui va garder Kiss It Better, c'était ça.
qui va être nommé au Grammy Award, donc qui va lui permettre d'avoir un peu d'exposition. Mais le fameux album avec les plus gros producteurs de la planète va disparaître. Plusieurs producteurs même vont commencer à faire leaker des infos en disant elle a toujours été absolument insupportable, ce qui va en rajouter à cet esprit un peu brumeux autour d'elle. Et donc progressivement, elle va commencer à comprendre que la pop mainstream ne veut plus d'elle. Donc elle va d'abord former un groupe avec son mari pour un son plus indé pop. Et depuis, elle a fini par totalement changer de nom parce que Natalia Kills est morte en fait. Aujourd'hui, elle s'appelle Teddy Sinclair. Elle a 34 ans, elle est quasiment totalement bannie du mainstream américain et ça pose chez certains un débat. À savoir que d'autres pensent que Natalia méritait absolument tout ce qui lui arrive parce que c'est une femme méchante, c'est une femme abominable, et d'autres disent que même si effectivement c'est une femme méchante et abominable, elle ne méritait pas que ça aille aussi loin. Elle aurait encore pu exister plus ou moins dans l'industrie du disque américaine. Mais la question que j'avais envie de vous poser à vous, c'est de savoir comment est-ce que vous voyez cette histoire? Est-ce que vous êtes plutôt du côté des méchantes des films là dans la vraie vie ou pas du tout? Parce qu'effectivement, le candidat, on est plus ou moins tous d'accord, est humilié publiquement. Elle semble aussi avoir très clairement une haute opinion d'elle-même, du moins à cette époque-là. Et moi, pour avoir vu beaucoup de ses interviews, et je vous conseille pour ceux qui ne l'ont jamais vu et qui sont intéressés par l'histoire, de voir comment elle parle dans ses interviews, vous allez voir qu'elle me semble être quelqu'un qui était très grande consommatrice de farine et de crêpes. Et ça, je pense que, et c'est moi qui le pense, que ça a pu jouer dans son comportement à cette période-là. Toujours est-il qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Est-ce que ça mérite qu'elle soit totalement bannie comme c'est le cas actuellement de l'industrie du disque américaine, ou alors est-ce que selon vous elle mériterait une seconde chance? La seule personne pour le moment qui lui a plus ou moins tendu la main, c'est Rick Ross, qui a accepté de poser avec Teddy Sinclair donc sur ce titre-ci. Est-ce légitime pour elle d'avoir tout perdu par cet acte de méchanceté assez brutal envers un autre artiste? Ou alors, est-ce que l'industrie musicale est totalement hypocrite et il devrait l'accepter? Parce que comme certains disent, des artistes ont fait pire et ils sont toujours tolérés. Mais il faut bien comprendre que là, c'est pas tout à fait la même chose en fait. C'est-à-dire que là, il y a un rapport émotionnel extrêmement fort à l'artiste qui est un être humain et qui vient dans un télécrochet, certes pour donner ses avis, mais aussi pour jouer de son image. Et donc à cette même image qu'il renvoie à un autre artiste en devenir face au grand public en fait. C'est extrêmement fin et c'est peut-être même beaucoup plus vicieux. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la production d'X Factor? Est-ce qu'ils sont responsables de ça, sachant que ça s'est passé en live et qu'ils avaient effectivement dit à Natalia, tu peux dire ce que tu veux dire comme tu veux le dire? Est-ce qu'ils sont responsables de lui avoir laissé cette liberté là? Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous soutenez Natalia Kills? Est-ce que vous êtes plutôt contre ce qui lui est arrivé? Est-ce que pour vous elle est victime? Est-ce que pour vous elle ne l'est pas du tout? Et surtout sur sa carrière même, avez-vous vu les similitudes avec Gaga? Comprenez-vous aussi l'attitude que Lady Gaga a eu quand elle a vu qu'elle avait une rivale? Parce que nous reviendrons dessus dans d'autres vidéos. Vous avez vu qu'on est dans Netflix, comme on va revenir dessus dans une prochaine vidéo. Parce qu'il nous faut à chaque fois connaître tous les personnages avant d'attaquer différentes histoires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager, à participer au Tipeee. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.